pas venir modifier un article. Il faut qu'on sortir de cette transition, que les Gabonais se disent plus jamais ça. Plus jamais ça. C'est pourquoi je voudrais m'arrêter d'abord là en demandant au docteur Éric Eddy, est-ce que la situation du Gabon que je viens de vous présenter est la même dans votre pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire? Merci, docteur Moketou. Je pense que je vais déjà commencer par m'excuser auprès des auditeurs pour ma gorge qui est un peu en route depuis ce matin. Je ferai l'effort de parler un peu plus fort et pour qu'ils entendent ce que je suis en train de dire. Encore une fois, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau de cette prestigieuse émission de Jacques Roger. Afrique 2050, puis Radio Périphérie RDA. La question que vous posez, est-ce que ce que vous venez de décrire concernant le Gabon s'applique à la Côte d'Ivoire? Vous me permettrez d'élargir la dose de cette question, ou alors d'élargir carrément cette question à l'ensemble des pays africains, et notamment des pays de l'Afrique de l'Ouest, pour ce qui nous concerne ici le plus. À l'exception de quelques pays qui, Botswana, qui pendant longtemps, l'île Maurice tirait et continue de tirer leur épingle du jeu, quand il s'agit, même le Cap-Vert aussi, hein, d'organisation donc des élections, on s'est bel et bien rendu compte que ce qui était présenté au début des années 90, comme vous avez tracé, comme une panacée pour le remplacement des chefs d'État qui étaient frappés par de longévité au pouvoir, ou bien pour le renouvellement de la classe politique, ou bien pour mettre fin à la léthargie politique qui avait été utilisée beaucoup plus par les institutions financières internationales dans le temps, comme étant la raison de la léthargie économique et de l'échec des économies africaines tout le long des années 80. C'est d'ailleurs pour solutionner ces problèmes-là, ou alors cette crise que l'Afrique traversait, que beaucoup, comme Basil Davidson, d'historiens, ont appelé la décade ou alors la décennie perdue de l'Afrique, que vers la fin, il y a eu ces propositions qui ont été pour la plupart appuyées. Vous avez cité la conférence nationale, où vous avez cité la BOL, et vous avez cité aussi la conférence nationale. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, je ne me souviens pas qu'il y ait eu une conférence nationale, mais il y a eu des journées du dialogue. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, je ne me souviens pas qu'il y ait eu la rédaction d'une nouvelle constitution, ce qui a marqué d'ailleurs dans un nombre de pays africains, ce nouveau passage-là à ce qu'on a appelé le réveil de la démocratie, le réveil de le retour donc au multipartisme. Mais en Côte d'Ivoire, il y a eu donc ces journées de dialogue à l'issue donc desquelles il y a eu ce retour. Il faut bien parler de retour au multipartisme en Côte d'Ivoire parce que, comme le disait Feu Laurent Dona Fologo, en ce moment secrétaire général du PDCI-RDA, il a fallu simplement que le président Fauboigny, et je le cite verbatim, appuie sur l'article 7 de la Constitution pour revenir à une pratique qui était courante, effectivement, en Côte d'Ivoire, dès le début des indépendances. On se souvient qu'aux élections du Grand Conseil général en Côte d'Ivoire, d'Abidjan, par exemple, en 1956, élection après laquelle le PDCI-RDA a fait asseoir son hégémonie sur la politique en Côte d'Ivoire, il y avait différents partis politiques. On sait qu'il y a le parti progressiste, Dignabani et autres, tout ça, mais c'est à partir véritablement de 1958 que le PDCI-RDA a fait asseoir sa domination, donc son hégémonie sur la politique ivoirienne, et ensuite le parti unique qui a existé aussi au Gabon et dans beaucoup de pays africains. En Côte d'Ivoire, n'avait pas de base constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun article dans la Constitution de 1960 qui garantissait ou alors qui justifiait la pratique du parti unique. C'est juste une pratique qui est venue, dominée donc par Feu Houphouët-Boigny, qui en ce moment-là avait justifié avec l'État du PDCI-RDA qu'il ne valait pas la peine d'avoir un multipartisme qui appartenait plutôt aux Occidentaux, mais il fallait rassembler toutes les forces. Cette même théorie-là a été utilisée dans beaucoup de pays africains, c'est-à-dire rassembler les forces pour bâtir
à l'orée donc de la nouvelle période d'indépendance. Et donc, ça nous a amené jusqu'à cette période-là que vous connaissez. Malheureusement, à partir de 1990, ce qu'on a appelé la légendaire stabilité de la Côte d'Ivoire a commencé à s'effriter, effectivement. Est-ce que c'est une mauvaise chose d'être passé au multipartisme? Non. Mais le constat est qu'il y a un contraste. Le contraste, c'est que de 1960, si vous voulez, ou alors de 1958 jusqu'à 1990, relative à Calais. C'est-à-dire ce que le Laurent Gbagbo lui-même appelait la paix par le parti unique dominé, et puis la recherche de la paix par le multipartisme où tout le monde peut s'exprimer différemment. Mais le constat est qu'à partir de 90, les difficultés économiques, politiques de la Côte d'Ivoire se sont accélérées, sont allées donc crescendo jusqu'à ce qu'on arrive à ce que vous connaissez. Pour parler des élections, après avoir fait tout ce petit rappel historique, docteur Mokoto, rapidement, vous identifiez déjà qu'il y a des points communs entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, pour prendre ces deux exemples ici. Mais nos amis de la Guinée, nos amis de Burkina et bien d'autres pays retrouveront aussi que ces éléments dont nous parlons là sont aussi communs à leurs pays respectifs. Depuis 1990, il y a eu d'abord les élections du 18 octobre 1990, qui ont opposé le président Houphouët-Boigny à ce challenger dit historique, le président Laurent Gbagbo. Ensuite, il y a eu les élections de 1995 qui ont opposé le président Henri Konan Bédié en ce moment-là à un challenger, le professeur Francis Vaudier. Il y a eu les élections de 2000 qui ont suivi la période tumultueuse donc du premier coup d'État en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo face à Robert Guèye, avec tout ce qu'on connaît aussi comme un processus d'élimination d'un certain nombre de candidats. Et puis, il y a eu les élections de 2005, de 2000, et ensuite les élections de 2010, dont nous connaissons les conséquences, 2015 et 2020. Dans toutes ces élections-là, quelle est la constante? Ou bien quel est le facteur commun? Le facteur commun, c'est la contestation des listes électorales, l'obscurantisme autour donc des listes électorales, la suppression donc du vote des citoyens, la question de la confection des cartes électorales, la question de la confection des cartes d'électeurs, c'est ce que je voulais dire, la confection même la question de la confection des cartes nationales d'identité pour permettre aux gens de pouvoir voter, le recensement électoral, et toutes ces choses-là, de 1990 jusqu'à maintenant, on continue de mener. Ajouté à cela, il y a le cadre général. Par exemple, le découpage électoral dont on parle. Ce n'est pas nouveau, c'est une question qui date de depuis, et puis qui doit voter, qui ne doit pas voter. Dans le docteur Moukoutou, on retrouve, dans le cas du Gabon comme dans le cas de la Côte d'Ivoire, beaucoup de similitudes, même si ces deux pays-là sont distants quand même d'assez de kilomètres, et que dans le cadre de la Côte d'Ivoire, on semble assister quand même à des changements de régime. On est parti du régime de Houphouët-Boigny, c'est vrai que c'est le régime du PDCI-RDA, au régime d'Henri Konan Bédié, ensuite au coup d'État de Guèye Robert, donc régime du militaire, ensuite au régime du président Laurent Gbagbo, et puis qui s'est terminé par ce que nous savons. Dans tout cela aussi, il n'y a jamais eu de véritable passation de régime. Donc voilà un peu le cadre général de tout ce qui peut entraîner les élections en Côte d'Ivoire qui ressemble vraiment à ce qui se passe au Gabon. Docteur Moukoutou. Bien. Alors, donc, si je te comprends, c'est que la Côte d'Ivoire est dans la situation du Gabon, c'est-à-dire dans ce cercle que je qualifie de vicieux avec des élections truquées, volées. C'est-à-dire, comme je disais, le vaincu est déclaré vainqueur. C'est bien ça. Je vais reprendre plutôt une autre formulation en acceptant le mot, donc le cercle vicieux, en disant que nous sommes dans un cercle vicieux où des élections se déroulent toujours dans des conditions opaques, des conditions de contestation générale, des conditions où il y a toujours des pertes en vie humaine énormes, des conditions où effectivement, que ce soit des élections présidentielles, régionales, municipales, législatives, à tous les niveaux, il y a une absence de clarté dans la façon dont les élections se tiennent, de sorte à ce que quiconque est élu fasse un maximum d'unanimité. Je sais qu'on ne peut pas atteindre ça, l'unanimité à 100%, mais un maximum d'unanimité
pour que le pays tout entier puisse aller de l'avant. Voilà comment moi je vais faire la caricature. Est-ce que maintenant la question que vous posez, voilà. celui qui a gagné, oui, justement, est-ce que après quelques remous, hein, comme je disais dans, par exemple, les rues d'Abidjan, citez-moi une autre ville ivoirienne, les vaincus et les vainqueurs se partagent-ils le pouvoir comme on le voit au Gabon? On peut le voir déjà. On peut le voir déjà pour ce qui s'est passé en 2000, hein, si vous voulez, hein, dans les mois ou bien une année ou 2 années qui ont suivi l'arrivée au pouvoir du président Laurent Gbagbo, il y a eu la situation malheureuse qu'on connaît de la rébellion, mais qui aussi, dans ce cadre-là, a conduit à un partage du pouvoir. C'était clair. Quand les gens se sont retrouvés à Marcoussis, ils ont dit qu'ils allaient là-bas pour partager le pouvoir exécutif. Et ils en sont ressortis, tel avec le ministère d'État, tel avec tel ministère d'État. Donc, il y a ce cas-là qui existe. Il y a aussi ce que nous observons maintenant avec les ralliements et les alliances qui sont en train de se créer, qui peuvent ressembler aussi effectivement à une sorte de partage de pouvoir. Les acteurs politiques vont justifier cela en disant que ce sont des étapes nécessaires pour aller peut-être vers la réconciliation, pour amener et rapporter l'accalmie dans le pays, la paix dans le pays, afin de pouvoir s'en sortir. Donc, dans un cas comme dans l'autre, il y a effectivement un certain nombre de, comment j'allais dire ça, de combinaisons, un certain nombre d'arrangements tactiques et non tactiques, clairs et non clairs, apparents et non apparents, qui quand même ont lieu comme solution. La question de, je termine là-dessus, Dr. Mobutu, la question de l'ouverture d'un gouvernement pour à l'opposition, c'est pas nouveau. Hein? On se souvient même déjà que dans les années 90, beaucoup disaient qu'il fallait, par exemple, que le Front populaire ivoirien, qui était le parti d'opposition au PDCI-RDA, rentre au gouvernement pour apprendre la gestion. On a même entendu dire que oui, c'est parce qu'ils n'ont pas appris à gérer que lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, ils n'ont pas pu faire face à la rébellion. Vous comprenez? Ce genre d'arrangement, c'est le point que je veux faire, existe toujours d'une façon ou d'une autre. Est-ce que, je sais que le président en Côte d'Ivoire est élu pour 5 ans, vous pouvez me corriger, 5 ans après, est-ce qu'on reprend la même sécurité, la même rengaine avec les mêmes acteurs qui se recyclent entre-temps? Bon, de 1990 jusqu'à maintenant, la réponse est toute simple. Hein. De 1990 jusqu'à maintenant, la réponse à votre question est oui. Premièrement, pourquoi je dis oui? Parce que vous avez les 3 acteurs majeurs qui sont encore sur cette scène-là. Henri Konan Bédié, ensuite Laurent Gbagbo, et puis M. Alassane Dramane Ouattara. Donc la réponse à cette question est oui, de ce point de vue-là. Il y a un autre point de vue aussi. En ce qui concerne les conditions des élections et les mêmes sujets qui sont abordés, c'est-à-dire les listes électorales, le découpage électoral, ce n'est pas nouveau. Ce sont des questions qui déjà ont été débattues depuis 2000. On se souvient, Dr Mouketou, au sorti donc de cette grave crise que la Côte d'Ivoire a connue, la question du recensement à caractère électoral a laissé beaucoup de personnes quand même avec beaucoup d'étonnement. Vous savez par exemple que le recensement électoral en cette année 2010 là n'était pas confié à une